Bonjour à tous, bienvenue dans cette webconférence, donc santé mentale des jeunes, comprendre, prévenir, agir. Je me présente très rapidement et je présente la webconférence avant de passer la parole à nos intervenants que je remercie pour leur participation. Moi, je m'appelle Arnaud Jean-Granger, je suis directeur de l'offre de soins à la FEAP. Et si on a choisi d'organiser ce temps d'échange sur un sujet qui est particulièrement critique aujourd'hui et qui est relatif donc aux fragilités psychiques et à l'identification des signes précoces des problématiques de santé mentale pour les jeunes. Et cet événement, il s'inscrit dans une année particulière qui est celle de la Grande Cause nationale, qui a été reconnue par l'État pour l'année 2025. Et à ce titre également aussi, cet événement, il a été labellisé par les pouvoirs publics en tant qu'événement Grande Cause nationale. La Grande Cause dans laquelle la FEAP s'investit et est pleinement engagée, à la fois au travers de sa participation aux travaux nationaux également, en termes à la fois de communication et de positionnement sur ce sujet-là, dont on espère qu'il va se pérenniser bien au-delà de 2025. Et d'ailleurs, on travaille à ce que ce qui a été initié en 2027 puisse être continué sur les années à venir. Après cette introduction très rapide, je vais passer la parole très rapidement à nos intervenants. On a deux interventions qui sont prévues. Une première intervention de Guillaume Legrand et de Julie Cartier. Guillaume qui est psychiatre et Julie qui est IPA dans le pôle rétablissement du CHSM de Clermont-Ferrand qui appartient à l'association hospitalière Sainte-Marie. Et également Pauline qui interviendra plutôt sur la vulgarisation des sujets relatifs à la santé mentale au travers des réseaux sociaux. Et donc l'idée c'était d'avoir deux illustrations de ces sujets-là. On les remercie très, très sincèrement et vivement leur disponibilité. Donc je vous passe la parole, Guillaume et Julie, sachant que le premier temps d'intervention, et on a calé ça sur une très très grosse demi-heure, pour qu'à l'issue on puisse aussi prévoir quelques questions, et Pauline finalisera la session, et là aussi on fera en sorte de prévoir un petit temps de questions. Donc si vous en êtes d'accord, Guillaume et Julie, je vous passe la parole. Merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Julie et moi sommes vraiment très heureux d'intervenir aujourd'hui pour vous parler de santé mentale des jeunes. C'est une thématique, comme Arnaud le rappelait, qui est vraiment très d'actualité actuellement. On est dans la grande cause nationale avec peut-être des focus aussi plus particulièrement sur les jeunes. Et donc c'est vraiment une thématique qui est très intéressante et qui permet aussi de voir maintenant les soins, l'activité de soins, l'accompagnement en psychiatrie et en santé mentale d'une façon un peu différente. Alors avant de commencer peut-être la présentation avec Julie, je tiens vraiment à remercier la FEAP pour l'organisation de cette webconférence et puis remercier aussi l'Association hospitalière Sainte-Marie de nous permettre d'intervenir. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va s'intéresser et focaliser d'abord sur la santé mentale des jeunes. Et on sait qu'aujourd'hui, cette santé mentale des jeunes, dans la période entre 12 et 25 ans, c'est une période qui est vraiment essentielle. Dans notre jargon, on l'appelle l'adolescence cérébrale. Et c'est une période de transition individuelle pour chaque jeune, d'un point de vue à la fois identitaire, d'un point de vue de l'entraînement de ses habiletés sociales, où l'ensemble de ces éléments vont se développer de façon importante. Cette période cruciale, elle est aussi marquée automatiquement par une forte vulnérabilité psychique. Et les auteurs dans la littérature, comme vous pouvez le voir sur les petits schémas qu'on a pu mettre, ils retrouvent qu'un jeune sur 7, alors c'est pour les 10-19 ans, c'est toujours un peu compliqué d'intervenir sur ces créneaux d'âge parce que globalement on va trouver des créneaux d'âge différents en fonction des auteurs, mais pour les 10-19 ans, un jeune sur 7 souffre de difficultés psychiques si on prend une définition au sens large. On va appeler finalement cet état un état de mauvaise santé mentale, de mauvais état de santé mentale. Et ce sont des éléments qui sont quand même forts en termes de chiffres. Alors, automatiquement, quand on voit et quand on identifie qu'il y a un mauvais état de santé mentale chez ces jeunes, on va rapidement identifier dans la littérature un défaut de repérage et des difficultés d'accompagnement dans cette population. Et c'est une situation qui est assez préoccupante et sur laquelle il faut vraiment s'intéresser. Une autre donnée qui est importante aussi, et on la connaît bien finalement du côté de la psychiatrie d'adultes, c'est que on sait aujourd'hui que la moitié des troubles psychiatriques qui sont présents à l'âge adulte peuvent se manifester dès l'âge de 14 ans et donc ils sont insuffisamment détectés et traités dans la plupart des cas.
Autre élément qu'on connaît malheureusement, c'est que le suicide est la 4e cause de décès actuellement pour ces jeunes. Là, encore une fois, on est sur un réel problème de santé publique. Si cette fois on regarde les jeunes qui ont, eux, des troubles psychiques, donc on va aller dans un focus un peu plus précis, ces jeunes, lorsqu'ils ont été identifiés, lorsqu'ils ont pu identifier, on va s'apercevoir qu'ils sont particulièrement exposés à l'exclusion sociale, à la discrimination, à la stigmatisation, à des difficultés scolaires et éducatives. Et ça, c'est un élément important sur lequel on va revenir dans la suite, dans la présentation d'un des dispositifs qu'on a développé avec Julie, et à des comportements à risque, notamment des consommations toxiques, mais également des problèmes de santé physique qui sont particulièrement marqués chez ces jeunes. On va retrouver aussi dans cette population plus de problèmes de violence, et notamment des violences sexuelles, de harcèlement et des difficultés socio-économiques qui interviennent également. Il existe heureusement des facteurs protecteurs, et c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en évidence en fait quasiment sur chaque slide de ce diaporama. C'est la qualité du lien social, bien évidemment, de façon générale, mais plus particulièrement du lien familial, la qualité de la relation avec les pairs, qui est vraiment importante, et l'importance de ce lien social, et de pouvoir à un moment se structurer aussi dans un bon lien social. Il est finalement essentiel de développer une meilleure compréhension de leurs besoins et de mettre en place des outils pour vraiment repérer ces troubles psychiques et les accompagner de façon la plus précoce possible. Alors une petite diapositive qu'on retrouve actuellement beaucoup sous différentes formes, qui va vous présenter l'incidence des maladies invalidantes. Et là, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est finalement la surface sous la courbe en orange. Et on va voir que le pic finalement d'incidence de maladies invalidantes, il se situe essentiellement entre 15 et 30 ans, qui est vraiment ce créneau d'âge, pour mettre encore une fois en évidence cette période plus particulièrement importante chez les jeunes. Vous verrez qu'on retrouve en fait aussi un tout petit pic qui est vraiment plus précoce, qui est plus là en lien avec les interactions précoces avec les parents, les imagoparentaux, comme on le dit dans notre jargon, toutes les personnes qui vont faire finalement les premières relations sociales. Et là, encore une fois, le lien social est mis en évidence comme un facteur protecteur et un facteur important pour le devenir et le pronostic de la santé mentale de ces jeunes. Donc voilà, on observe finalement ces éléments. Alors sur cette diapositive, nous allons explorer 3 termes clés qui sont souvent utilisés mais parfois confondus dans le domaine de la santé mentale: la souffrance psychique, la vulnérabilité psychique et les troubles psychiques. Commençons par la souffrance psychique. Il s'agit d'un état de mal-être, d'une détresse émotionnelle qui peut survenir face à des situations difficiles, des traumatismes ou des problèmes émotionnels. Il est important de noter que la souffrance psychique n'est pas nécessairement synonyme de maladie mentale. C'est sa durée, son intensité et son impact sur la vie quotidienne qui déterminent si une prise en charge professionnelle est nécessaire. Ensuite, nous avons la vulnérabilité psychique. Elle désigne une fragilité, une sensibilité accrue aux problèmes de santé mentale. Certaines personnes sont plus susceptibles que d'autres de développer des troubles psychiques en raison de facteurs génétiques, environnementaux ou de leur histoire personnelle. Enfin, les troubles psychiques sont des conditions médicales diagnostiquées caractérisées par des perturbations émotionnelles, cognitives et comportementales significatives. Ils entraînent une souffrance psychique et des difficultés dans le fonctionnement personnel et social. Les troubles psychiques sont répertoriés dans des manuels de référence tels que la CIM-11 ou DSM-5 qui sont utilisés par les professionnels de la santé mentale du monde entier. Pour illustrer ces concepts, prenons un exemple. Une personne qui vit un deuil difficile peut ressentir une souffrance psychique intense. Si elle a une vulnérabilité psychique préexistante, par exemple des antécédents familiaux de dépression, elle sera plus à risque de développer un épisode dépressif caractérisé, qui est un trouble psychique nécessitant un traitement spécifique. Il est crucial de bien distinguer ces 3 termes pour mieux comprendre les enjeux de la santé mentale et pour orienter les personnes vers des ressources appropriées. Alors, la dimension, la santé mentale, c'est quelque chose, c'est un concept qui est global. On va distinguer et pouvoir distinguer finalement 3 grandes dimensions qui vont être, on va le voir, complètement interconnectées.
La dimension émotionnelle, si on prend la première par exemple, elle va concerner finalement la capacité à ressentir, à gérer des émotions comme la joie, la tristesse, la colère, la peur, hein, les émotions de base, alors que la dimension psychologique, elle, va plutôt concerner ce qu'on appelle l'estime de soi, le sentiment d'autonomie, le sens finalement à trouver un but dans sa vie. Et enfin, la dernière dimension, qui est la dimension sociale, elle va renvoyer, elle, plutôt à la qualité des relations avec les autres et à la bonne intégration dans la société. Donc ces trois dimensions, vous le comprendrez aisément, elles sont vraiment intimement liées. Par exemple, une personne qui souffre d'une faible estime de soi peut avoir à la fois des difficultés à créer des liens sociaux, et ça peut marcher aussi dans l'autre sens, hein. On peut avoir des difficultés à créer des liens sociaux, et puis ça peut entraîner une faible estime de soi dans l'autre sens. Et donc pour prendre soin finalement de la santé mentale, il est important d'adopter une approche qu'on va appeler holistique, hein. Ça veut dire qu'on va prendre en compte l'individu dans sa globalité, en tenant compte de toutes les dimensions, psychiques, physiques, émotionnelles, psychologiques et sociales. Et ce n'est pas uniquement la question de traiter des symptômes comme on a eu l'habitude de le faire finalement en psychiatrie de manière assez isolée, mais c'est de bien comprendre l'individu dans son ensemble et de mieux l'accompagner à travers des axes. Et on va revenir sur la question du rétablissement en santé mentale et en psychiatrie un peu plus tard. Et vous comprendrez que maintenant, l'approche, le paradigme finalement d'accompagnement et de soins en psychiatrie est en train de changer pour avoir une vision qui est vraiment centrée sur la personne et ses besoins. Et finalement, comprendre ces différentes dimensions, c'est vraiment crucial pour qu'on puisse appréhender les besoins spécifiques des jeunes en matière de santé mentale et mettre en place finalement des stratégies d'intervention qui sont personnalisées et qui vont être efficaces en tant que telles. Donc là, on va parler des déterminants de la santé mentale. L'adolescence est une période charnière, un véritable tremplin pour l'avenir. C'est là que se constituent les compétences essentielles pour un équilibre mental solide. Mais qu'est-ce qui favorise ou au contraire compromet cette santé mentale? Tout au long de notre vie, une multitude de facteurs interagissent pour façonner notre santé mentale. On peut les classer en plusieurs catégories. Donc tout d'abord, les facteurs individuels, c'est nos gènes, nos tempéraments, nos compétences émotionnelles. Ils nous rendent plus ou moins vulnérables face aux difficultés. Imaginez une personne avec une prédisposition génétique à l'anxiété, elle aura besoin de plus de ressources pour maintenir son équilibre. On a aussi les facteurs sociaux et environnementaux, donc la pauvreté, la violence, les discriminations. Ces conditions difficiles créent un stress constant, un terreau fertile pour des problèmes de santé mentale. Pensons aux jeunes qui grandissent dans des quartiers défavorisés, exposés à la violence et au manque de perspectives. On a des facteurs de protection, heureusement, c'est des contrepoids, des relations positives, un environnement bienveillant, une éducation de qualité. Ce sont des piliers qui renforcent notre résilience, notre capacité à rebondir face aux épreuves. Prenons l'exemple de l'adolescence. Un jeune qui a des difficultés à gérer ses émotions, qui subit du harcèlement à l'école et qui vit dans un environnement familial instable est particulièrement à risque. À l'inverse, un adolescent entouré d'amis soutenants qui pratique une activité sportive, qui a accès à des ressources éducatives de qualité, aura plus de chances de développer une santé mentale solide. Il est donc crucial de comprendre ces facteurs qui ne sont pas isolés. C'est leur interaction complexe qui détermine notre santé mentale. Un seul facteur de risque n'entraîne pas forcément de problème et inversement. C'est un peu comme un puzzle, chaque pièce compte et c'est l'ensemble qui forme l'image. N'oublions pas que des menaces peuvent être locales, comme la violence de quartier, ou mondiales, comme des crises économiques, le changement climatique, ou récemment nous avons pu expérimenter une pandémie. Elles ont un impact sur la santé mentale des individus, des familles et des populations entières. En conclusion, la santé mentale est un équilibre fragile, influencé par une multitude de facteurs. Pour la préserver, nous devons agir à tous les niveaux, renforcer les compétences individuelles, améliorer les conditions sociales et environnementales et lutter contre les menaces locales et mondiales. C'est un défi collectif, mais aussi un investissement essentiel pour l'avenir de nos jeunes et de notre société. Alors après cette partie finalement de définition, on va sur les 2 prochaines slides s'intéresser à la question en fait d'un processus dynamique et pas statique. C'est-à-dire que quand on travaille en santé mentale et en psychiatrie, on va forcément être sur quelque chose de très très dynamique et il faut vraiment le comprendre à travers, on va dire, les différentes situations cliniques qu'on peut avoir et finalement le parcours. Il faut vraiment avoir cette notion de parcours maintenant à la fois
fois de vie, bien sûr de soins, c'est important pour le sanitaire, mais être vraiment dans une dimension longitudinale en tant que telle. Donc je vous le disais, la santé mentale, ce n'est pas une donnée statique, hein, c'est un état dynamique qui va vraiment fluctuer au fil du temps. Si on imagine finalement quelque chose de l'ordre d'une échelle avec en haut, on aurait une santé mentale optimale et en haut, vraiment des états de handicap psychique qui seraient présents. Chacun finalement d'entre nous se situe dans une période un peu différente par rapport à cette échelle et ça peut vraiment varier en fonction de la situation, de notre parcours de vie. Parfois, une rencontre aussi, une simple rencontre va pouvoir nous faire changer complètement d'état de niveau en tant que tel. Par contre, ces fluctuations, elles sont vraiment naturelles et ça ne veut pas, encore une fois, comme le disait Julie tout à l'heure, nécessairement dire qu'il y a un problème de santé mentale ou un trouble psychique. Par contre, si ces fluctuations, elles deviennent vraiment persistantes, intenses et avec des retentissements fonctionnels, c'est-à-dire handicapantes, il est vraiment important de consulter un professionnel et c'est crucial vraiment de pouvoir accéder à un accompagnement adapté en tant que tel. Donc il y a vraiment un continuum entre la santé mentale et les troubles psychiques, voire la maladie psychiatrique en tant que telle et le handicap, avec aussi une possibilité de revenir un moment un petit peu en arrière sur ces états. Donc, d'où l'intérêt aussi d'une approche qui est vraiment individualisée. Alors là, sur ce schéma-là, on voit finalement une évolution qui est plus dans le cadre individuel, donc pas de façon groupale comme on le présentait sur la précédente slide, mais vraiment dans un parcours d'une personne où finalement on va illustrer l'évolution entre des facteurs de vulnérabilité, facteurs de risque qui sont présents, jusqu'à un potentiel handicap psychique. Ce qui était compliqué en fait auparavant en psychiatrie, c'est qu'on avait tendance à diagnostiquer les états psychiatriques lorsqu'ils étaient totalement constitués, voire de mettre en place finalement des actions de réhabilitation psychosociale à des moments où le handicap est déjà constitué. Alors qu'il existe vraiment un continuum dans le parcours de vie d'une personne qui fait qu'elle passe d'un état de vulnérabilité jusqu'à un handicap psychique qu'on peut encore une fois totalement éviter. Donc, encore une fois, ce schéma illustre cette évolution entre le trouble psychique, la vulnérabilité et le potentiel handicap. On observe que l'évolution d'un trouble n'est pas une fatalité. Bien que les troubles psychiques engendrent parfois des difficultés importantes, on peut souligner que l'évolution naturelle de ces troubles, elle peut être modifiée. Ça, c'est une phrase importante, c'est-à-dire qu'on peut modifier l'évolution naturelle d'un trouble psychique. On peut intervenir et plus on va intervenir de façon précoce, plus le pronostic va être un moment positif en termes de santé pour la personne. On va revenir sur ces différentes définitions entre repérage, détection et intervention. On commence un peu par la fin parce que en psychiatrie, c'est comme ça qu'on a commencé. On a vu d'abord les résultats des maladies, puis après les maladies. Et maintenant, on est vraiment dans le domaine de l'intervention précoce, de la détection et donc de l'aide, de l'accompagnement au repérage en tant que tel. Donc finalement, bien que les troubles psychiques constituent un défi important, l'évolution de ces troubles, elle n'est pas immuable. La prise en charge précoce, les traitements adaptés, l'implication du jeune, ça c'est très très important dans son propre rétablissement, c'est des moments qui sont vraiment et des éléments qui sont clés pour modifier l'évolution des troubles psychiques et permettre un meilleur devenir. Oui, on va passer rapidement sur cette diapositive, mais juste clarifier la distinction entre le handicap mental et le handicap psychique, qui sont deux réalités souvent confondues. Donc, concernant le handicap psychique, il résulte de troubles psychiques sévères limitant les activités quotidiennes. Il est reconnu par la loi de 2005, qui souligne l'importance d'un accompagnement adapté. Et l'environnement joue un rôle clé. Un environnement adapté réduit le handicap. Concernant le handicap mental, il concerne des limitations des capacités intellectuelles présentes dès l'enfance. Il est différent du handicap psychique tant dans ses causes que dans ses conséquences et il est essentiel de distinguer ces deux formes de handicap pour offrir un accompagnement adapté à chaque situation. Alors, je vous l'avais dit, on va revenir quand même sur la question de ces différents stades où on peut intervenir pour accompagner les jeunes devant soit des vulnérabilités, soit des troubles psychiques, voire un peu plus. Et il faut vraiment comprendre qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention et avec chacun des objectifs qui sont spécifiques. Alors, le premier niveau, c'est celui du repérage précoce. Donc, ce stade, il va consister à identifier finalement des facteurs de risque, des signes précoces de vulnérabilité chez le jeune.
C'est une approche qui est vraiment proactive, hein. On est vraiment avant que la maladie puisse se développer, un peu de la prévention primaire, on va le dire de cette manière-là, qui va viser à détecter finalement les signaux d'alarme avant même que le trouble psychique soit déclaré. Donc ce repérage précoce, il ne va pas se faire en milieu sanitaire, parce que les jeunes, ils ne sont pas encore identifiés, et ils ne vont pas aller un moment pour des questions de vulnérabilité vers des professionnels de santé, mais il va vraiment se faire dans les milieux éducatifs, dans les milieux sociaux, dans les milieux familiaux. Et nous, notre rôle en tant que professionnels de santé, c'est justement de sensibiliser, d'informer et de former les personnes qui sont en contact de ces jeunes pour qu'ils puissent repérer le plus précocement possible les facteurs de vulnérabilité et les premiers signes qui vont peut-être faire émettre l'hypothèse d'un début de trouble psychique chez eux. Et donc, c'est là qu'intervient le deuxième stade, donc ce stade de détection précoce, qui va lui consister à vraiment identifier les premiers signes d'un trouble psychique chez ces jeunes dès leur apparition. Et je vous rappelle que tout à l'heure, je signalais qu'une maladie psychiatrique de l'adulte sur 2 était présente dès l'âge de 14 ans, donc on peut les repérer, les détecter de façon très précoce. Vous voyez, même moi, je fais un peu d'abus de langage de temps en temps, les détecter de façon précoce. Et donc, c'est une étape qui est vraiment cruciale, parce que là, on va pouvoir prendre en charge rapidement et de façon efficace avant même que le trouble ne s'aggrave et devienne chronique, et surtout un retentissement sur la vie de ces jeunes. Alors par contre, la détection précoce, ça va requérir des outils de diagnostic et des professionnels qui sont vraiment formés, des professionnels de santé formés à l'identification des signes spécifiques et aux troubles psychiques, et avec une clinique qui est toute particulière aussi à cette période du jeune, qui n'est pas celle qu'on va rencontrer dans la petite enfance, mais qui n'est pas celle qu'on va rencontrer non plus chez l'adulte. Et donc, il y a quasiment une sous-discipline qui est en train de se mettre en place sur ces questions-là. Vient ensuite, une fois qu'on a détecté de façon précoce des troubles psychiques, la question de l'intervention précoce. Alors là, on va prendre des modèles peut-être d'intervention précoce sur le premier épisode psychotique. C'est des choses dont vous avez peut-être déjà entendu parler, avec des premières, on va dire, des premiers dispositifs, des premières expériences qui ont été lancées en Australie dès les années 80, 90. C'est Patrick McGorry qui a vraiment lancé ce concept d'intervention précoce. Et donc, ce stade consiste à mettre en place des interventions spécifiques dès l'apparition des premiers signes qu'on aura détectés, avec une approche qui est multidisciplinaire, qui est même interprofessionnel, on va le dire, puisque globalement, on a dit que les jeunes avaient des besoins multiples. Et donc, on a besoin d'éducateurs, on a besoin à un moment de conseillers d'insertion professionnelle, on va le voir dans notre dispositif, pour pouvoir aussi nous accompagner sur tous les domaines, sur tous les besoins que les jeunes pourront émettre. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de favoriser le rétablissement du jeune, de réduire l'intensité des symptômes et de prévenir donc le développement de handicap psychique en tant que tel. Plus l'intervention est précoce, meilleur est le pronostic, je le disais tout à l'heure. Et l'enjeu souvent de ces dispositifs d'intervention précoce, c'est de ne pas perdre le lien avec le jeune. Je vais vous donner un exemple en fait qui a été fait par nos collègues, nos confrères suisses. Ils ont fait des premières études après un premier épisode psychotique. Donc les choses se passaient assez bien, le traitement était plutôt bien mis en place, souvent en hospitalier, parce que c'est comme ça que se passaient les choses. Et puis en fait, ils ont étudié et ils ont regardé le nombre de jeunes qui revenaient en consultation après l'hospitalisation. Et ils ont mis en évidence assez rapidement qu'il y avait un seul jeune sur 2 qui revenaient en consultation. Donc finalement, on avait un moment, une perte de lien avec ces jeunes, et les jeunes qui n'étaient pas suivis, qui n'étaient pas accompagnés, continuaient finalement à développer des troubles psychiques et des conséquences fonctionnelles de leurs troubles psychiques, avec parfois, on va dire, des nouveaux épisodes psychiatriques qui pouvaient survenir un peu tardivement, avec déjà des conséquences fonctionnelles qui étaient présentes. Donc vraiment, cette intervention précoce, l'objectif, c'est d'être le plus précoce possible, encore une fois, mais surtout de ne pas perdre le lien avec ces jeunes. Et on le dit souvent, pour le domaine du PEP, c'est 3 ans, 3 ans de case management, 3 ans de coordination de parcours pour pouvoir éviter toute rupture chez eux. Donc voilà, en conclusion de cette slide, finalement, la prise en charge des troubles psychiques, elle est plus efficace que lorsqu'elle est mise en place à un stade précoce. On ne va pas attendre 6 mois pour poser un diagnostic de schizophrénie, comme on nous le recommandait, en fait, comme on nous l'enseignait auparavant. Et l'intervention précoce, elle va permettre de modifier l'évolution de ces troubles, d'améliorer le pronostic des jeunes. Et cette approche, elle doit être vraiment proactive, centrée sur le repérage des facteurs de risque, la détection précoce des troubles, de l'intervention rapide, et puis vraiment quelque chose, encore une fois, de centré sur le jeune et d'adapté à ses besoins
besoins propres et personnalisés. Cette diapositive met en lumière les signes évocateurs qui doivent nous alerter sur une possible souffrance psychique chez un jeune. Il est essentiel de savoir les reconnaître pour agir rapidement et offrir un soutien adapté. Donc les signes à surveiller, tout d'abord des difficultés dans les activités quotidiennes. Nous devons être attentifs aux jeunes qui rencontrent des difficultés croissantes dans leur activité quotidienne. Cela peut se manifester par une incapacité de se rendre régulièrement à l'école ou à l'université ou sur le lieu de travail, ainsi que par un absentéisme important et répété. L'isolement social est un signal d'alarme. Un jeune qui se replie sur lui-même, refuse de communiquer, même avec les autres, ou qui évite les interactions sociales, peut souffrir de problèmes psychiques. Les adolescents expriment souvent leur mal-être au travers des plaintes physiques. Soyez attentifs aux douleurs récurrentes, aux maux de tête, aux maux de ventre, surtout si aucune cause médicale n'est identifiée. Le sommeil est aussi un indicateur clé de la santé mentale. Des troubles tels que l'insomnie ou, à contrario, l'hypersomnie, les cauchemars ou un rythme de sommeil décalé peuvent signaler une souffrance psychique. Les difficultés scolaires, professionnelles ou sociales récurrentes peuvent nous alerter. Un jeune qui enchaîne les échecs peut se sentir dévalorisé et développer des difficultés psychiques. Après, on va évoquer plutôt les actes agressifs. Donc, tout d'abord, contre soi. L'agressivité peut se retourner contre soi-même à travers des comportements autodestructeurs, comme la consommation excessive de substances, les scarifications, les troubles alimentaires ou les tentatives de suicide. Il peut aussi y avoir des violences contre les autres. L'agressivité peut se manifester par la violence verbale ou physique envers les autres. La souffrance morale peut être liée à des traumatismes passés, comme la maltraitance ou le harcèlement, ou à des difficultés actuelles, comme les problèmes familiaux. Il peut également y avoir des troubles cognitifs. Donc, c'est un critère d'alerte pour nous, comme par exemple des difficultés importantes à maintenir l'attention, ainsi que des plaintes ou des difficultés à mémoriser. Quand s'inquiéter et que faire? Si vous observez ces signes chez un jeune, et surtout s'ils persistent dans le temps, s'accumulent ou ont un impact négatif sur sa vie quotidienne, il est crucial de chercher de l'aide auprès d'un professionnel de santé mentale. N'hésitez pas à consulter, même en cas de doute. Une prise en charge précoce est essentielle pour prévenir l'aggravation des troubles et favoriser le rétablissement. Alors, on va parler également des facteurs protecteurs dont Guillaume a parlé tout à l'heure. Donc heureusement, il existe des facteurs protecteurs et il est important de mobiliser les ressources internes et externes disponibles pour soutenir les jeunes. Donc tout d'abord, au niveau des ressources internes, des fois c'est difficile pour les jeunes d'identifier leurs propres ressources internes. Donc on peut aussi les qualifier de qualité dans le jargon commun. Ça peut être la confiance en soi, l'optimisme, l'humour, la détermination, la résilience. C'est notre travail des professionnels de santé mentale aussi de les aider à identifier leurs propres valeurs internes. On a aussi les ressources externes, donc un soutien familial fort, un réseau d'amis bienveillants, des activités extrascolaires enrichissantes sont des facteurs protecteurs importants pour la santé mentale des jeunes. Ça peut également être, souvent, ils citent un animal de compagnie comme facteur protecteur, parce que malgré tout, avoir la responsabilité d'un animal de compagnie oblige à devoir sortir promener son chien et à s'exposer à l'extérieur. Ces éléments permettent de créer un environnement positif et sécurisant qui favorise le développement de la résilience et de la confiance en soi. Vous, professionnels de l'éducation, de la formation, de la réinsertion professionnelle, vous avez un rôle essentiel à jouer dans la promotion du bien-être des jeunes. Votre présence, votre écoute, votre capacité à créer un climat positif et à proposer des activités stimulantes peuvent contribuer à la protection de leur santé mentale. En sensibilisant les jeunes aux ressources disponibles et en les encourageant à demander de l'aide en cas de besoin, vous jouez un rôle crucial dans la promotion de leur bien-être. Quand on évoque la santé mentale, on a souvent tendance à parler de santé mentale dégradée. Cette diapositive aborde un concept essentiel pour notre bien-être, la santé mentale positive. Loin de se limiter à l'absence de troubles, elle est définie comme un état de bien-être global où chacun peut s'épanouir et contribuer à sa communauté. La définition de l'OMS la définit comme un état de bien-être permettant à l'individu de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie et d'accomplir un travail productif et de contribuer à la communauté. Cela implique se sentir dans sa peau, ressentir du bonheur, de la satisfaction, de l'optimisme, avoir des relations sociales positives, se sentir connecté aux autres et bénéficier d'un réseau de soutien, trouver un sens à sa vie, avoir des projets, des passions et un but, développer ses compétences, être créatif, résoudre des problèmes et s'adapter aux changements, prendre soin de soi, avoir une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique et se reposer suffisamment.
En résumé, la santé mentale positive, c'est cultiver le bonheur et le bien-être en développant ses ressources personnelles et en entretenant des relations positives avec son environnement. Ce concept est crucial pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la prévention. En se concentrant sur les facteurs de bien-être, on contribue à prévenir l'apparition des troubles psychiques. Pour la résilience, elle renforce notre capacité de faire face aux difficultés de la vie. Pour la qualité de vie, elle améliore notre bien-être dans tous les domaines, personnel, professionnel et social. En conclusion, la santé mentale positive est un enjeu majeur qui concerne chacun d'entre nous. Elle nous invite à prendre soin de nous, à développer notre potentiel et à trouver un sens à notre vie. Alors, Julie nous parlait de santé mentale positive de façon en continuité. On va parler en fait de la question du rétablissement en santé mentale et en psychiatrie. Finalement, le rétablissement, c'est tout ce qu'on vient de décrire. Hein, c'est s'appuyer finalement sur les forces de la personne, mettre de l'espoir, ses désirs, pour pouvoir à un moment l'accompagner dans un projet. Alors projet, ça peut être un projet de soins, ça peut être un projet de vie, mais finalement c'est vraiment faire avec les capacités de la personne. Donc il y a différentes définitions qui arrivent, hein. On pourrait dire que c'est la capacité d'une personne à vivre une vie pleine et satisfaisante malgré des difficultés rencontrées en raison de ses troubles psychiques. Ça ne veut pas dire nécessairement, et ça c'est un élément qui est important, la disparition des symptômes. Finalement, le symptôme n'est plus notre thermomètre pour pouvoir jauger de l'état de la personne, mais c'est bien, encore une fois, plutôt la qualité de vie du jeune qui va être l'élément principal pour pouvoir parler de bon rétablissement, de bon état. Donc ça peut se traduire par la reprise d'études, hein, la recherche d'un emploi. On va en parler un petit peu rapidement. Je pense qu'on va vous présenter très rapidement notre dispositif parce que le temps tourne, mais les notions étaient plus essentielles sur cette première partie. Ça peut être aussi de la participation à des activités sociales, de création, surtout encore une fois cette question du lien significatif à la personne qui va réparer des choses qui ont été à un moment un peu fragilisées chez ces jeunes. C'est un processus qui est encore une fois individualisé. Chacun a des espoirs, a des projets qui sont un peu différents. Et donc, c'est important vraiment de pouvoir contribuer au rétablissement des jeunes, de créer un environnement qui soit inclusif, d'offrir des opportunités d'apprentissage, d'épanouissement et de les accompagner vraiment dans un projet de vie de façon générale et pas uniquement dans un projet de soins. Alors, très rapidement, on va vous présenter en fait en quelques slides, sans les résultats parce qu'on n'aura pas le temps, mais notre équipe de coordination et d'accompagnement à la formation et à l'insertion professionnelle en santé mentale, qu'on a appelé ECAFIP-SEM, qui est un dispositif de repérage et de dépistage précoce qui est vraiment orienté rétablissement. Alors, quelques données quand même, Julie, sur la santé mentale et sur le travail en France pour les jeunes. Rapidement. Donc, on le sait, une personne sur 5 est concernée par la santé mentale. Le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans est nettement supérieur à la moyenne nationale. Les problèmes de santé mentale représentent la deuxième cause d'arrêt de travail, ce qui représente 20% des maladies de travail et 24 milliards de pertes de productivité pour les entreprises. C'est le premier poste de dépenses hospitalières et le coût de la santé mentale en France actuellement représente 130 milliards d'euros. Là, moi, je voudrais faire un focus plus populationnel sur les NEET, ces jeunes Not in Education, Employment or Training. C'est une catégorie sociodémographique qui regroupe les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études, de 15 à 29 ans. En 2015, le nombre de NEET dans les pays de l'OCDE était de 40 millions. Selon les données de l'INSEE, en 2022, cela représentait 12,5% de la population des jeunes âgés de 15 à 29 ans, soit environ 1,4 million de jeunes en France. Une étude récente de 2024 montre que 60% des jeunes NEET auraient des vulnérabilités ou des troubles psychiques, versus 35% des jeunes qui ne sont pas NEET. Oui, alors du coup, pour reprendre un peu ce qu'on se disait, le dispositif, il est centré sur le rétablissement en santé mentale et sur la question en fait de la réinsertion socio-professionnelle, alors soit le retour à la formation, soit le retour vers la profession, ou soit l'aller à la profession, parce que parfois ces jeunes ne sont pas encore insérés d'un point de vue professionnel. Et donc, le prisme finalement de la réinsertion socio-professionnelle, qui est le but qu'on va pouvoir avoir en commun avec le jeune, est un but différent que celui de traiter ses symptômes. Je le disais tout à l'heure.
Alors, pourquoi on a pris ce prisme-là? Parce qu'on sait qu'environ 80% des personnes qui entrent dans un parcours de réhabilitation psychosociale vont nous citer le travail comme étant un axe principal de rétablissement, avec des valeurs d'autonomie, des valeurs identitaires qui sont liées à la question professionnelle. Et donc, c'est forcément, on va dire, par ce prisme-là qu'on a souhaité commencer notre dispositif. On avait aussi sur notre établissement des ateliers thérapeutiques, les anciens ateliers thérapeutiques de réinsertion, réadaptation professionnelle, qui nous ont montré aussi que finalement, comme je le disais tout à l'heure, on s'intéressait à la réhabilitation psychosociale plutôt en fin de parcours, alors que ces questions, elles devaient être présentes dès le début, avant même que les troubles psychiques puissent un moment se développer, parce que comme vous l'a dit Julie, finalement, les troubles psychiques, ils sont présents chez ces jeunes qui sont ni en formation, ni en insertion professionnelle, et donc globalement, il fallait inverser la question du parcours et engager finalement la question de la réinsertion socio-professionnelle dès le début du parcours de soins et de vie de la personne, plutôt que de le penser en fin de parcours, une fois que la pathologie était stabilisée. Et donc l'idée, c'est d'orienter vers l'insertion plutôt en milieu ordinaire. Là aussi, un moment, si on arrive, si vous nous avez bien suivis, à éviter que l'handicap psychique se constitue, on va pouvoir orienter les personnes vers le milieu ordinaire. Et donc, le dispositif ECAFIP tend vers la réinsertion socio-professionnelle en milieu ordinaire. C'est travailler aussi sur la stigmatisation et l'autostigmatisation, parce qu'on le sait, les troubles psychiques aujourd'hui sont très stigmatisés et le sont de façon importante dans le milieu professionnel et dans le milieu scolaire. Donc, il faut aussi travailler sur ces questions-là. C'est une des missions de notre dispositif. Et puis, il y a un intérêt à pouvoir à un moment accompagner les personnes qui souffrent de troubles psychiques en général, parce que la littérature le montre. On a beaucoup parlé en fait de méthodes IPS, qui sont Place and Train. C'est des méthodes qui vont finalement être rapidement dans la réinsertion professionnelle, et on montre que finalement, on augmente le taux de retour à l'emploi avec des choses qui sont mises en place de façon extrêmement précoce. Alors, on a eu quelques difficultés quand même, parce que quand on est innovant, à un moment, il faut parfois savoir se positionner. En fait, on est dans un dispositif qui est à la fois sanitaire et médico-social, vous l'avez bien compris, et donc il fallait qu'on aille trouver finalement des financements des deux côtés, et donc ça a été vraiment un travail assez important. On tient à citer quand même les partenaires qui nous ont aidés dès le début en fait pour ce dispositif, et notamment relever le fait qu'on a pu obtenir, qu'on a été lauréat du Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie en 2023, ce qui nous a permis de lancer le dispositif. Alors, comme on le disait, là on va reprendre finalement les définitions, mais de façon très rapide, puisque vous les avez eues dans la première partie. C'est un dispositif sanitaire, puisque c'est quand même une équipe qui vient du sanitaire, qui est un dispositif d'aide au repérage, on devrait le dire plutôt comme ça que la question du repérage, d'aide au repérage, et donc de dépistage précoce en santé mentale et en psychiatrie, avec pour mission principale, donc pour axe de rétablissement, le retour vers la formation et l'insertion professionnelle. On va passer les critères d'inclusion et d'exclusion. Je te laisse faire peut-être. Non, tu préfères que je le fasse? Donc les missions, finalement, ça va être pour les jeunes un repérage précoce, alors un accompagnement vers le repérage précoce et surtout une détection précoce des troubles. Ça va être un accompagnement, donc une sécurisation finalement du parcours d'insertion socio-professionnelle pendant 2 ans. C'est ce qu'on a décidé dans notre dispositif. Donc une sécurisation vraiment du parcours, et une sécurisation qui est à la fois pour le jeune par rapport à ses difficultés, mais aussi pour les partenaires de l'insertion et de la réinsertion professionnelle, qui vont aussi avoir un interlocuteur en la personne du case manager qui est, vous le voyez, soit infirmière, soit éducateur spécialisé, soit conseillère en insertion professionnelle ou assistante sociale, qui va pouvoir avoir cet interlocuteur pour pouvoir à un moment aussi accompagner toute la question de l'insertion dans l'entreprise, dans le milieu de l'entreprise ou dans le milieu de la formation. Et puis, voilà, on a aussi une intervention médiateur en santé pair pour pouvoir globalement nous accompagner et toujours être sûr qu'on est dans les axes de rétablissement, parce que le médiateur santé pair nous recentre vraiment sur les questions principales qui intéressent les jeunes dans notre dispositif. On finira sur cette slide, peut-être de parcours,
Oui, ou je pense qu'il vaut mieux passer la prochaine parce qu'on comprend un peu mieux le Alors, dispositif. peut-être là. Donc Oui. moi, je vais vous présenter Juliette. Donc elle est née en avril 2003. Elle a intégré le dispositif ECAFIP en juin 2023. Elle avait donc 20 ans. Elle était accompagnée par la mission locale de Clermont-Ferrand après avoir obtenu son baccalauréat littéraire avec mention très bien. Elle avait débuté un parcours d'études à Cagnes-Hippocagne, puis elle s'était repliée sur elle-même. Elle avait arrêté sa formation. Elle exprimait le souhait d'acquérir son indépendance financière et d'acquérir un logement autonome. Elle vivait alors chez sa mère avec son frère. Parmi les freins qu'elle identifiait, elle évoquait des difficultés relationnelles présentes depuis toujours, un épuisement psychique lié à une forte nécessité de suradaptation sociale, ainsi que des troubles de la mémoire. L'ensemble conduisait à un isolement social impactant sa qualité de vie. Elle se questionnait également autour d'un possible trouble du spectre autistique. Son accompagnement s'est construit autour de 3 axes, santé, sociale et professionnelle. Donc au niveau de la santé, un suivi a été instauré, permettant la mise en place d'un traitement médicamenteux antidépresseur, parce que cette jeune fille était déprimée. Elle a rapidement constaté une amélioration de ses difficultés et une nouvelle énergie et une meilleure communication avec ses pairs. Le diagnostic de TSA a été posé en janvier 2023. Un suivi avec un psychiatre libéral a été initié. Un accompagnement individuel par la médiatrice de santé père a permis un travail sur la déstigmatisation, l'acceptation du diagnostic et l'élaboration de son projet. Elle a également bénéficié d'ateliers collectifs sur les habiletés sociales professionnelles, sur la déstigmatisation et la communication autour de sa situation de santé en milieu de travail. À sa demande, un suivi psychologique a également été mis en place pour aborder un psychotrauma de l'enfance, ainsi qu'une reprise de son suivi somatique, en particulier gynéco. Sur l'axe social, suite au diagnostic, Juliette a été accompagnée dans la constitution de son dossier MDPH avec des demandes d'AH, RQTH et une orientation vers le SAMSA-TSA. Le dossier a été déposé et on a eu une réponse favorable assez rapidement. Un accompagnement a été proposé pour l'ouverture de son compte CAF et son utilisation, ainsi que l'inscription dans une auto-école, et elle a validé son code et son permis de conduire, ce qui a favorisé son autonomie. Sur le plan professionnel, elle est suivie régulièrement par les conseillères en insertion professionnelle. Elle a co-construit un projet professionnel en cohérence avec ses compétences et ses intérêts. Elle a d'ailleurs un intérêt restreint autour de l'aquariophilie et le projet a été de travailler en animalerie. Elle a participé à des stages de découverte proposés par les ateliers altéristes et au dispositif FLAX, qui était le travail du cuir. Tout en reprenant un suivi actif à la mission locale. Et enfin, elle a intégré récemment le SAMSA-TSA. D'ailleurs, cette jeune fille est sortie du dispositif ECAFIP. L'accompagnement de Juliette illustre la plus-value du modèle ECAFIP à l'interface entre le sanitaire, le médico-social, l'insertion. Le travail coordonné autour de ces 3 axes, santé sociale et professionnelle, a permis d'améliorer son bien-être. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me permets de reprendre la parole puisqu'on a eu quelques questions. On a eu concrètement 3 questions, mais j'ai commencé par celle de la fin pour faire le lien avec la présentation sur le dispositif ECAFI. La question est, ce dispositif est-il ouvert aux personnes présentant des troubles psychiques sans reconnaissance administrative? Bien sûr. C'est tout l'enjeu en fait de ce dispositif, puisqu'on veut vraiment intervenir dans la détection précoce. Donc globalement, parfois il n'y a pas de troubles psychiatriques vraiment diagnostiqués qui sont présents. C'est vraiment toutes les questions d'interaction sociale, toutes les vulnérabilités qui ont pu être mises en avant. L'idée aussi du dispositif, c'est de pouvoir aussi accompagner vers une reconnaissance un moment administratif s'il en a besoin, avec parfois même des dispositifs qui sont temporaires. On a un accord avec la MDPH en fait du 63 pour pouvoir notamment lancer des AH de façon très focalisée sur 1 an ou sur 2 ans pour soutenir un peu le jeune aussi financièrement et permettre son autonomie. On a même parfois des petits passe-droits et des accélérations en termes de dossiers justement pour ces jeunes parce que, encore une fois, si on attend 6 mois ou 1 an pour avoir un accord de la MDPH, c'est extrêmement compliqué. Merci, c'est très clair. On a une autre question, mais je me permets de répondre sous votre contrôle. C'est la transmission des documents qui, je pense, ne posera pas de problème, la transmission des slides. D'autre part, on avait une question, excusez-moi, j'accélère un peu pour laisser toute la place aussi à Pauline. On avait une question, alors plutôt en amont de la présentation et sur la présentation plus générale des facteurs, j'allais dire positifs en matière de protection de la santé mentale. Question sur le fait de savoir si la méditation de pleine conscience est un facteur protecteur parmi ceux qui ont été envisagés. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'étude du tout qui a été faite sur la méditation pleine conscience. Après, on connaît l'efficacité de façon générale de la méditation
pleine conscience sur la dépression. Enfin, il y a beaucoup d'études qui ont été faites chez l'adulte, mais ça serait en tout cas quelque chose d'assez intéressant à pouvoir explorer dans les outils, parce que vous l'avez compris, là aussi, c'est nous, on essaie de mettre en place des outils qui correspondent en fait aux attentes du jeune, et je pense que ça peut être une réponse qui peut être attendue pour certains jeunes en tant que tel. Mais pas d'études à ma connaissance sur l'efficacité. Qui est très clair. Moi, je rajoute une question, je me permets, privilège de l'animation. Dans la question du dépistage, comment vous voyez la répartition entre les professionnels de santé mentale et j'allais dire, les non-professionnels dans une logique plutôt de prévention, que ce soit institutionnelle, là en l'occurrence, on est peu sur les jeunes, donc par exemple l'école ou toute autre institution, et les proches, les parents, comment vous envisagez cette répartition entre non professionnels et professionnels sur la question du dépistage et sur les outils aussi. Certains sont, enfin, de ce que j'ai compris de votre présentation, il y en a certains qui méritent une expertise forte au vu de la spécificité des troubles, et en même temps, l'enjeu de la prévention est donc de pouvoir mettre à disposition des outils pour des non-experts. Ça a justement été un sujet de réflexion, en particulier sur mon travail de fin d'études IPA, à réfléchir à un protocole. Pour le repérage, on est d'accord que la famille, l'école sont les personnes les plus concernées, et le sanitaire, on n'est absolument pas concerné au premier plan. Du coup, effectivement, on est en train de réfléchir à un protocole de recherche sur deux outils qui pourraient se cumuler. Un outil, une échelle d'hétéro-évaluation utilisée par les profs, voilà, qui permet de coter la souffrance psychique, qui est quelque chose qui n'est pas... on n'a pas besoin d'être spécialiste de la santé mentale pour coter via cette échelle. Et puis, le réseau Transition a créé un outil super aussi sur Santé Psy Jeune qui s'appelle l'outil Primo, le questionnaire Primo, qui permet à tout jeune de se connecter sur ce dispositif, ou professionnel accompagnant un jeune de faire en sorte que le jeune se connecte pour répondre à un questionnaire qui dure à peu près 15 minutes et qui permet de détecter le seuil de souffrance et des premiers éléments psychotiques, dépressifs. Il est vraiment bien fait, et c'est un média, je trouve, et du coup, ça va permettre d'axer la parole à Pauline. Les jeunes sont hyper connectés, et trouver un outil connecté est très, très intéressant en matière de détection et de repérage. Bon, la transition est parfaite, hein, merci de faire mon boulot. J'ai bien noté les questions, il y a quelques questions complémentaires, on essaiera d'y revenir à la fin si on a le temps, mais je propose de passer la parole donc au docteur Pauline Blanc-Patin, qui justement doit nous faire une intervention sur la question de la vulgarisation au travers des nouveaux médias sur la question de la santé mentale. Donc, je vous laisse la parole, Pauline. Merci beaucoup. Alors, je vais vous partager du coup ma présentation. Donc, du coup, oui, je suis docteur Blanc-Patin Pauline, donc je suis médecin psychiatre. Donc, pour me présenter un petit peu mieux, donc je suis médecin psychiatre donc en psychiatrie adulte depuis maintenant 6 ans au sein de l'association hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, mon activité hospitalière est quand même assez variée puisque j'exerce aux urgences psychiatriques. J'ai également une activité au sein d'un service d'admission de court séjour qui accueille des patients dans l'urgence sur des courts séjours. Et j'ai également une activité en psychiatrie de liaison. Donc depuis quelques mois, en plus de cette activité, j'ai décidé de faire de la création de contenu autour de la santé mentale sur les réseaux sociaux, une activité que je développe sur mon temps libre avec l'utilisation de deux principaux réseaux qui sont Instagram et LinkedIn. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite intervention pour compléter celle de mes collègues autour de la santé mentale des jeunes et de compléter avec cette explication de création de contenu parce que ça me semblait tout à fait complémentaire par rapport au sujet du jour. Donc effectivement, les réseaux sociaux, c'est
un public très jeune qui est visé, hein, puisque là, je vous ai mis un petit graphique qui illustre la répartition par tranche d'âge des utilisateurs d'Instagram. Et on se rend vite compte qu'aujourd'hui, environ 75% des utilisateurs ont moins de 35 ans en 2025. Et donc, la principale catégorie d'âge est celle des 18-24 ans. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est populaire auprès de la jeune génération, et ça, dans le monde entier. C'était important pour moi de vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'être présente sur les réseaux sociaux, qui n'est pas forcément un choix logique quand on est médecin, et peut-être pas toujours compris. En tout cas, moi, je pense que c'est quand même une piste intéressante pour tenter de lever les préjugés et les tabous qui sont encore tenaces sur le métier de psychiatre et l'ensemble des pathologies psychiatriques. Moi, je me rends bien compte au quotidien, surtout aux urgences, qu'il y a encore de nombreux tabous qui sont tenaces et qui méritent d'être levés. J'ai aussi à cœur de pouvoir essayer de rendre ma spécialité plus accessible et plus humaine. Il me semble quand même que l'utilisation des réseaux sociaux est un outil très intéressant et un outil très large pour diffuser de l'information, surtout auprès de la jeune génération. Il faut quand même préciser que via l'utilisation des réseaux, on ne peut pas donner d'avis médicaux personnalisés ni réaliser des consultations. Voilà. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que depuis le début de l'année, cette activité de création de contenu, elle est encadrée, puisque depuis le 16 janvier 2025, le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé de rendre publique une charte du médecin créateur de contenu responsable sur les réseaux sociaux. Cette charte, elle a été élaborée par des médecins créateurs de contenu et par des juristes et des membres du Conseil national de l'Ordre des médecins. Et donc, je ne vais pas reprendre les 10 principes, mais en tout cas, elle expose 10 principes déontologiques et donc qui s'appliquent sur la création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, cette charte, elle peut être signée par les médecins. Ça reste encore sur la base du volontariat, mais en tout cas, si elle n'est pas respectée, il peut y avoir des recours. Là, je vous ai mis du coup un exemple de publication que j'ai réalisé, qui concernait la crise suicidaire. Alors, mon idée était de pouvoir faire de la création de contenu vraiment très accessible, qu'elle soit vraiment accessible et compréhensible par tous et surtout par la jeune génération. Donc, en général, c'est du contenu assez court que je décline en 5 ou 6 slides sur un sujet que je choisis. Voilà. Et là, je vous ai mis du coup les 3 publications que j'ai réalisées qui ont été le plus appréciées. Donc, les idées reçues sur la crise suicidaire, les critères diagnostiques du trouble de la personnalité borderline et à nouveau une deuxième publication sur la crise suicidaire. Ce que je trouve intéressant, c'est que les publications qui ont été le plus appréciées, c'est du coup sur un sujet qui me tient quand même à cœur, qui est la crise suicidaire et qui aujourd'hui fait partie de mon quotidien de médecin psychiatre sur les urgences. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention pendant cette courte présentation. Et du coup, je vous ai mis les liens vers les réseaux sociaux que j'utilise. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil et éventuellement partager ce travail si vous le trouvez intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Alors, C'est il n'y tout a pas bon? de questions. Non, il n'y a pas de questions spécifiques sur votre intervention. Moi, j'en ai une parce que vous parliez du fait que donc cette charte qui a été rédigée sous l'égide de l'Ordre des médecins est issue d'un travail de médecins
créateurs de contenu. Vous connaissez d'autres confrères ou consoeurs psychiatres qui ont cette même démarche? Oui, alors oui, il y en a plusieurs à l'heure actuelle qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si vous voulez des Non, noms simplement si la particuliers. psychiatrie était, je veux dire, si vous étiez pionnière ou si la psychiatrie quand même voyait d'autres professionnels quand même se mobiliser sur l'usage des réseaux sociaux dans une logique de vulgarisation. Alors, je connais deux psychiatres du coup qui ont rédigé des ouvrages de vulgarisation sur la santé mentale et qui complètent avec l'utilisation des réseaux. Et il y a aussi une autre psychiatre, pédopsychiatre, qui devient assez connue aussi sur les réseaux et qui l'utilise depuis le début de l'année. Voilà. Et est-ce que je rajoute une question et je m'arrête là parce que je veux pas trop consommer trop exagérer sur mon temps, mais vous évoquiez que c'était qu'en termes éthiques, il y avait une exclusion de traiter des cas individuels ou d'en faire un usage finalement clinique, hein. Mais est-ce que quand même vous avez des sollicitations malgré tout qui arrivent par ce biais-là et comment vous les gérez en gros? Ouais, c'est une très bonne question. Oui, évidemment, il y a forcément des sollicitations, hein, je pense, vu le manque aujourd'hui de soignants, il y a toujours cette dérive de retrouver des professionnels sur les réseaux et de pouvoir en bénéficier. Alors, moi, je l'ai précisé assez vite. Du coup, sur le compte que j'utilise, j'ai précisé assez vite ce que je ne pouvais pas faire, pourquoi j'étais présente et ce que je ne pouvais pas faire. Et finalement, du coup, je trouve qu'il y a très peu de débordements. Voilà. Donc ça arrive, mais ça reste à la marge. D'accord, c'est cadré, en fait, vous avez cadré la démarche d'entrée. J'ai essayé de mettre des limites assez vite et ça fonctionne, je trouve, plutôt bien. Très clair. Il y a deux petites questions, enfin il y en a plusieurs, mais j'en saisis deux à la balle au bon. Est-ce que vous pourriez donner justement le nom des professionnels qui communiquent sur les réseaux sociaux? C'est une demande de Madame Dubois. Ouais. Alors, j'en connais trois principaux avec moi. Du coup, il y a Dr Hugo Bope, effectivement, je vois qu'il s'affiche, dont je parlais, qui a écrit un livre et qui est maintenant bien présent sur les réseaux. Et puis, en pédopsychiatrie, c'est pédopsychiatrie jeune adulte, il y a Psychiatrie sans filtre, qui est Dr Cécile Feltin. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que vous savez, vous avez peut-être l'info, mais je la relais aussi, est-ce que vous savez s'il y a une charte similaire pour les autres professionnels de santé, type kiné, pharmacien, infirmier, de créateurs de contenu par leurs ordres, notamment, et pour les professions Non, qui ça, sont sur ordonnance? j'en ai pas connaissance. En tout cas, moi, je trouve finalement, quand même, c'est assez récent, hein, parce qu'il y a quand même une utilisation des réseaux depuis pas mal d'années maintenant. Et cette charte, je trouve qu'elle est quand même assez récente. Alors peut-être que ça va venir aussi pour les autres professionnels, hein. En tout cas, moi, j'en ai pas connaissance. Et une autre question, et je saisis aussi la balle au bon, une question de Nathalie qui nous dit comment distinguer les informations publiées, si c'est sérieux ou non. Et je me permets de la compléter. Est-ce que vous voyez poindre aussi j'allais dire, en miroir déformé de votre démarche des choses sur les réseaux sociaux qui sont plus inquiétantes? Est-ce que vous le constatez, vous, en tant que productrice de contenu, des choses qui sont plutôt qui sont inquiétantes, que ce soit en termes j'allais dire, d'influenceurs qui s'érigent soit en professionnel ou qui évoquent ces sujets sans compétences ou des sujets qui vous inquiètent en tant que professionnel sur les contenus Alors en termes de réseaux sociaux? moi, j'ai pas forcément de grosses inquiétudes, mais effectivement, je pense que c'est très important de vérifier les informations. Et c'est là où j'ai insisté sur cette charte, parce qu'elle met des bases qui sont pour moi très importantes. Par exemple, un des principes est que si on n'est pas docteur, on ne peut pas en prétendre le titre dans son nom sur les réseaux. Donc ça me paraît déjà très intéressant. Voilà, donc j'ai pas de grosses inquiétudes, hormis qu'effectivement, les personnes qui ont l'habitude et les influenceurs sont plus mis en avant
ils sont plus facilement mis en avant puisqu'ils ont l'habitude d'utiliser l'application et c'est beaucoup plus compliqué que nos informations en tant que professionnels soient mises en avant. Parce qu'effectivement, nous, on part aussi de zéro, c'est pas notre activité principale et c'est là où c'est plus difficile. Je comprends complètement. Et ça pose la question, y compris pour des institutions comme nous, sur la labellisation, mais la question du relais et de la qualification de la distribution de contenu entre des choses qui sont très très relayées par des mécanismes finalement de maîtrise des réseaux sociaux qui ne sont pas forcément fondés, et c'est une litote, sur la qualité scientifique et l'existence de démarches structurées, de professionnels reconnus et qualifiés sur ces questions-là. Et c'est vrai que c'est un beau défi. Parce qu'effectivement, on ne connaît pas tous les... Voilà. Et on ne connaît pas tous les codes, contrairement à d'autres utilisateurs. Il y a un code qui est malheureusement facilement connu, mais qu'on ne peut pas partager, c'est la question du sponsoring. c'est quand même un sujet rapidement fait. Dès 16h59, donc on avait calé une intervention d'1 heure. Il y a certaines questions à laquelle on n'a pas répondu, on n'a pas pu répondre, et on s'en désole et on vous remercie surtout de votre participation. Ce qu'on vous propose, c'est que vous puissiez, et peut-être que Laura pourra le mettre dans la conversation, c'est d'envoyer vos questions à la boîte mail communication qu'on transmettra à nos intervenants. S'ils peuvent y répondre, qu'on leur transmettra, parce qu'il y a effectivement quelques questions, je pense, hyper intéressantes auxquelles on n'a pas pu répondre. Et on en est désolé, mais surtout, on souhaiterait déjà vous remercier pour votre mobilisation sur cette webconférence qui nous paraissait très opportune, et surtout remercier très sincèrement et chaleureusement nos intervenants qui ont pu se libérer du temps et nous présenter ces deux dimensions, je crois, extrêmement importantes. Et donc, merci encore à vous pour nous avoir offert cette disponibilité-là et partager ces éléments-là.